Comme toujours, les termes du problème sont primo, l'adversaire, secondo, les moyens de le détruire. Il y a près de 400 000 Arabes à Alger. Sont-ils tous nos ennemis? Nous savons bien que non. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. L'ennemi est rusé et dangereux. C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. Allez-y, Martin. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. Il est présent partout, dans les cafés, dans les ruelles de la Casbah ou dans les rues de la ville européenne, dans les magasins, sur les lieux de travail. J'ai choisi expressément les films qui ont été tournés dans les heures qui ont immédiatement précédé certains attentats terroristes récents. Et alors, parmi tous ces hommes, toutes ces femmes arabes, se trouvent les responsables. Mais quels sont-ils? Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Dans la situation actuelle, faire preuve d'une fausse humanité ne conduit qu'au désespoir et à l'incohérence. Je suis certain que toutes nos unités comprendront et réagiront en conséquence. Malheureusement, cela ne dépend pas seulement de nous. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants. Et voilà que nous nous trouvons devant l'entrelac des lois et règlements de nos codes qui continuent à être en vigueur comme si Alger était un lieu de villégiature et non de bataille. Nous avons demandé carte blanche, mais il est difficile de l'obtenir. Il faut alors trouver l'occasion qui légitimera notre intervention et la rendra possible. Il faut la créer nous-mêmes, cette occasion. À moins que ce ne soit l'adversaire qui nous la donne. Comme il semble qu'il soit en train de le faire. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui va aujourd'hui vous parler d'un homme dont le travail apparaît de un hasard du calendrier, dans pas moins de 4 films qui sortent en Blu-ray ces temps-ci. On va en parler tout de suite, mais avant ça, je voulais démarrer sur une note un peu triste. On le fait moins souvent dernièrement quand même, les nécros et tout le tremblement. Parce que les gens ont arrêté de mourir aussi. C'est ça, mais bon, on en a fait une dernièrement. On en fait une petite aujourd'hui parce que moi j'ai eu une pensée très triste quand même pour la disparition de Dean Stockwell, dont on avait déjà parlé évidemment de nombreuses fois dans cette émission, puisqu'il a apparu dans pas moins de 200 films et qu'il a travaillé avec des gens
exceptionnels. Alors je pense à Sidney Lumet, Richard Fleischer, David Lynch ou beaucoup d'autres. On va pas faire la liste, je vous invite à aller la voir sur Wikipédia. Mais et puis évidemment, donc on en avait parlé par rapport à notre émission spéciale Code Quantum. Je voudrais pas le limiter à cette série que j'aime beaucoup, mais malgré tout, il a été très important. Et ce pourquoi j'étais aussi quand même assez triste, c'est que j'ai pu espérer à un moment quand même qu'il ait le droit, dans son vieil âge, il avait 85 ans, un dernier chant du cygne comme avait pu l'avoir, je pense, à Hayden Stanton. Ils ont joué ensemble d'ailleurs dans Paris, Texas, et Hayden Stanton avait eu le droit à un dernier film où il avait le rôle principal, lui aussi, qui était quand même beaucoup affilié à des seconds rôles, et il était assez merveilleux. Il avait le droit même à un documentaire à Dean Stanton, et j'étais ravi de pouvoir le voir dans sa vieillesse, voilà, comme ça, utiliser ses dernières ressources pour faire quelque chose de pas forcément génial, mais en tout cas émouvant, et je suis un peu déçu de pas avoir eu droit à ça avec Dennis Stockwell, qui le méritait amplement. Je suis déçu que personne, nous y compris, se soit dit tiens, on va aller à sa rencontre, il a plein de choses à raconter, ce bonhomme quand même, et il va manquer, je pense, quelque chose suite à sa disparition. Je pense qu'il emporte énormément d'histoire et une tronche et beaucoup d'humanité en fait, et ça me désole un poil. Donc voilà, je voulais commencer. En sachant qu'aussi, oui, s'il a une carrière aussi longue, parce que c'est un enfant acteur. Je voulais terminer là-dessus, c'est qu'évidemment, il a 80 ans de carrière parce qu'il a démarré enfant star, notamment justement avec Joseph Losey dans Le garçon aux cheveux verts, et Joseph Losey, dont on parlera justement à la fin de cette émission, puisqu'il fait partie des cinéastes qui ont travaillé avec Franco Solinas, qui sera donc le sujet principal, la ligne rouge en tout cas de cette émission. Franco Solinas, qui est un scénariste italien. Et 4 films, je le disais, sortent en ce moment en Blu-ray chez Studio Canal, chez Capricci, chez Rimini. C'est pas Capricci. Pas Capricci, c'est Carlotta, pardon. C'est Carlotta, et merci de me reprendre. Carlotta, Rimini et Studio Canal. Les 4 films en question sont La bataille d'Alger et Monsieur Klein chez Studio Canal, La bataille d'Alger de Pontecorvo et Monsieur Klein de Joseph Losey, donc qui avait travaillé avec Dean Stockwell. Et puis Quemada chez Rimini de Pontecorvo, encore une fois, avec Marlon Brando. Et le dernier, c'est El Chuncho de Damiano Damiani chez Carlotta. Quel nom à la con. Mais je sais, mais on a déjà parlé, je crois, de Damiano Damiani, et on était revenu justement sur ce nom tellement con. Mais malgré tout, il a fait des choses pas dégueulasses. On dirait le titre d'une chanson de Claude François. C'est tu as eu la brillante idée de proposer qu'on fasse cette émission de façon un peu chronologique, comme ça on verrait peut-être, tu vas peut-être pouvoir déceler en fait une évolution même dans le travail de Franco Solinas, qui donc, comme je disais, c'est un romancier italien qui dans les années 50 commence à écrire pour le cinéma, qui va surtout se faire connaître comme Pontecorvo d'ailleurs en 60 avec un film tristement célèbre. Je suis désolé, je te grille un peu la priorité, je croyais que tu voulais en parler après, mais moi je voudrais commencer par ça, avec Le Capo. Et on a tous les deux, je pense, la même expérience un petit peu avec Capo, c'est que on a grandi en connaissant justement la légende du texte, c'est Rivette, si je dis pas de conneries, du travelling de Capo. C'est Rivette et puis repris par Danet. Par Danet, voilà. La légende, voilà, de ce texte critique qui revenait sur un travelling, donc Capo, qui est un film qui se passe dans les camps de concentration, et puis il y a un travelling sur un cadavre, et donc un travelling jugé immoral. Je résume un peu rapidement quand même ce texte un petit peu fondateur de beaucoup de choses, qui m'a longtemps fait penser que du coup Capo c'était de la merde, quoi, parce que un critique que je ne connaissais pas en plus, mais un critique important et un texte important avait dit non, ça c'est pas bien. Ah bon, ah zut, bon bah Capo je regarde pas. Et en fait c'est un truc qui m'est resté du coup, quoi. Pontecorvo c'était un type un peu pompier qui allait franchement sur la mise en scène pour jouer avec des choses abominables, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est vraiment, c'est peut-être là, on parle vraiment de quelque chose qui touche vraiment les cinéphiles. On est vraiment dans la bataille cinéphile, mais
qui est à la fois un petit peu ridicule, mais en même temps hyper important, parce que dans ce texte de Rivette, effectivement, qui contient cette fameuse reprise de la phrase de Moulet, le travelling est affaire de morale, ou je crois que je sais plus c'est quoi le truc, il y en a un qui a dit la morale est affaire de travelling, et l'autre le travelling est affaire de morale. Et dans ce texte, cette critique inaugurale de Rivette sur Capot, il pose cette question justement qui va couvrir aussi ce champ très important sur la pensée sur le cinéma, c'est sur l'irreprésentabilité des camps de la mort, et aussi cette prédominance de la mise en scène et comme façon vision du monde, et comme façon d'avoir une sorte de vision du monde, on va dire la plus juste possible, en dehors de tout sentimentalisme. Donc finalement, ce texte-là est plutôt, il est brillant, et aussi l'écho qu'on a donné Serge Danet dans un autre texte où il avoue lui-même d'avoir jamais vu Capot, et dans son texte il dit mais moi j'ai pas vu Capot, mais je sais que je l'ai vu parce que j'ai lu le texte de Rivette. Donc il fait la même erreur que nous, parce que moi j'ai toujours pas vu Capot et toi non plus. Mais ceci dit, c'est marrant, c'est intéressant, parce qu'en fait, en tout cas, la problématique que Rivette posait, elle est hyper intéressante. Ceci dit, moi par contre, la scène dont il parle, je l'ai vue, et effectivement, ça correspond absolument pas trop à ce qu'on voit dans le texte de Rivette, et repris par Danet plus tard. C'est-à-dire que on se dit c'est pas quand même, c'est un peu léger, hein. On n'est pas dans un formalisme total. C'est pas Michael Bay. Parce que quand on lit le texte de Rivette, on dirait que il veut faire une sorte de crucifixion. Il reproduit le visage du Christ sur la mort d'une jeune prisonnière dans un camp de la mort, et pour tout ça, pour faire un esthétisme un petit peu gratuit. Aujourd'hui, ça quand tu vois le film, sobre, ça paraît complètement sobre, même un peu délicat. Oui, en fait, complètement. Et donc ça fait penser à un autre texte qui est hyper important aussi pour la pensée sur le cinéma. C'est un texte de Bazin sur le montage interdit, qui est vraiment un texte fondateur de la pensée sur le cinéma, et qui lui prend l'exemple de Nanook Lestikimo, et lui il base tout son texte sur l'idée que le plan séquence est vecteur de vérité, et que on prend pour référence Robert Flaherty, qui lui a voulu filmer la réalité telle qu'elle est en plan séquence et tout ça, et quand tu regardes le film c'est hyper découpé, et on sait en plus que c'est complètement reproduit et compagnie. Mais par contre le texte, ça n'enlève rien à sa force, parce qu'au final il développe une sorte de vision de cinéma qui est hyper forte. Bon, voilà pour en tout cas le boulet que traîne Pontecorvo, pas chez la majorité des gens, mais en tout cas chez les cinéphiles, ceux qui ont traversé l'université aussi, et vraiment une sorte d'école plutôt cahier du cinéma, on va dire, quoi. Mais c'est quelque chose d'un peu fondateur, et donc Pontecorvo et Solinas retravaillent. Alors, ils ont travaillé plusieurs fois ensemble, hein, donc pour Capot, ils avaient travaillé déjà avant. Alors, j'ai déjà oublié, encore une fois, le nom du film que je n'ai pas vu, lui non plus. Un nommé Squarzo, adaptation d'un bouquin de Solinas. De Solinas. Solinas, qui est quand même, on peut déjà le dire, plutôt porté vers le gauchisme. Le gauchisme, ouais, je cherchais le bon terme, mais je pense que le gauchisme, c'est pas mal. Et notamment, c'est un anticolonialiste assez primaire, c'est ça. Et qui va en effet toujours un peu s'intéresser. Alors les petites dictatures justement, et puis les populations qui doivent se rebeller, ils kiffent grave, et ça va vachement l'intéresser. Et en effet, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les films dont on va parler même aujourd'hui. Et donc la bataille d'Alger, donc si je dis pas une connerie, c'est 66, donc pas très longtemps après les événements en plus qu'il relate, puisque alors il parle pas de la guerre d'Algérie, mais de la bataille d'Alger. Donc c'est fin des années 50, donc c'est 54-57, si je dis pas de bêtises, ça s'étire quand même sur quelques temps. Tu maîtrises peut-être un peu mieux le sujet. Toi, pas vraiment en termes de date, mais oui, on est vraiment 10 ans après les événements, comme tu dis. C'est assez frais quand même, en tout cas au moment où ils travaillent tous les deux sur ce film, qui a une énorme influence en fait, alors pas forcément en France, parce que le film a été invisible pendant extrêmement longtemps. Alors on sait pas s'il a été, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un film qui est très très culte. Enfin, il a été nommé dans les 50 meilleurs films de je ne sais plus quel magazine, 50 meilleurs films de tous les temps, d'un magazine assez important, il me semble que c'était Sight and Sound. Donc, et c'est vrai qu'aux États-Unis, l'influence de la bataille d'Alger est incroyable. Enfin, c'est une importance. Il a eu l'Oscar du meilleur film étranger, et puis c'est un film dont on va en parler, mais qui a une influence esthétique majeure. Et c'est marrant. Alors, on peut se demander, évidemment, en France, on se doute pourquoi le film n'a pas eu vraiment de visibilité. Là, on sait que quand Pontecorvo,
66. C'est ça. Il ressort début 70, je crois, mais ça se passe pas très bien à la sortie. Enfin, il y a des manifestations, il y avait des conneries qui se passent autour de tout ça. Donc, il est retiré des écrans. Il faut attendre 2004 après pour qu'il ressorte encore au cinéma. À peu près au même moment où il est projeté pour le coup au Pentagone pour qu'on montre aux soldats, voilà ce qui vous attend quand vous allez faire la guerre. C'est pas en la Afghanistan, guerre ça va être ça. Ça va être ça. En Irak, je crois que c'était avant la guerre en Irak, c'est ça. Et il me semble que c'était ça, mais en tout cas, le Pentagone avait décidé de montrer aux officiers et à certains soldats, j'imagine. Ça avait été mis sur l'affiche du film pour la ressortie, puisque le film, on en parle, ressort donc chez Studio Canal en Blu-ray dans la collection Make My Day de Torre. Mais il y a aussi quelques salles, notamment à Paris, qui vont le projeter. Et là, pour le coup, je crois que c'est Carlotta qui a le droit pour la sortie cinéma. Donc il y a quelques Parisiens qui pourront le voir sur grand écran. Allez-y. Et comme tu le disais, ce film, donc en France, je pense pas qu'il ait une énorme influence, même s'il a pu être vu. Mais par contre, aux États-Unis, et on en parlait juste avant de faire l'émission, c'est avec l'introduction du film, quand on la voit, on pense très très vite par exemple à l'introduction aussi de Sorcerer de Friedkin, quoi. Et qui est extrêmement efficace elle-même, quand même on peut pas dire que Friedkin soit un manchot, mais justement il y a une influence certaine de Pontecorvo, et à quoi ça tient, c'est que Pontecorvo il a son film, il l'a tourné à la façon, entre guillemets, justement, d'un documentaire. Ce qui aujourd'hui peut paraître comme une façon de faire un petit peu galvaudée. Ou je sais pas. Mais là, il y a une efficacité quand même, grâce, je pense, justement, au scénario aussi, qui est particulièrement bien foutu, fichu, factuel aussi énormément. On va y revenir évidemment là-dessus, sur le côté factuel et peut-être un peu la distance qu'il peut y avoir dans les scénarios de Solinas. Mais l'association de ces deux choses, ce style documentaire et ce scénario, offre quelque chose d'un peu particulier. Ouais, complètement. Alors après, faut quand même recontextualiser le truc pour ceux qui seraient pas un petit peu au fait du bouquin. C'est vraiment un film on a cité Solinas, le scénariste, on a cité Pontecorvo, le réalisateur, mais il y a une autre personne qui est évidemment, il me semble qu'on en a pas parlé, mais qui est hyper importante pour le film, c'est Yassef Saadi, qui est un membre du FLN qui a été capturé à l'issue de cette bataille d'Alger, qui a rédigé non pas ses mémoires, mais en tout cas son récit de sa bataille d'Alger en prison, et qui a cherché, une fois sorti de prison, une fois amnistié, on va dire, une fois que la bataille d'Alger, c'est le déclencheur de la révolte plus globale sur tout le territoire algérien contre l'oppresseur, lui il va chercher à faire vivre encore plus cette expérience-là et ces mémoires qu'il a rédigées en faisant un film, quoi. Il est allé chercher, évidemment pas en France, des producteurs, il est allé les trouver en Italie, et il a eu Pontecorvo. Et effectivement, c'est un film qui tu l'as dit, qui a eu une énorme influence, et je pense que il a eu une énorme influence parce qu'en fait, c'est un film qui, en termes de filmage de l'action, il est assez complètement novateur pour l'époque. Et c'est ça qui a marqué énormément de gens, je pense à l'époque. Et quand tu citais Friedkin, évidemment, Sorcerer, on est déjà dans la carrière de Friedkin, quand Sorcerer sort, elle est déjà bien entamée, mais on voit l'influence de la bataille d'Alger dès French Connection. Et je sais que dans ses mémoires, il me semble que Friedkin en parle. Je sais qu'il cite aussi Z de Costa Gavras, mais la bataille d'Alger, il y a ce côté effectivement de tournage documentaire qui est très nouveau pour l'époque, mais surtout, je pense, ce qui fait toujours là où la force de la bataille d'Alger est toujours intacte, c'est que c'est un vrai film d'action, et non pas un film d'action en termes de spectacle, mais en termes d'action au sens propre, c'est-à-dire que c'est un film qui ne contient que de l'action, où quand les personnages parlent, ce n'est peut-être juste que pour énoncer les actions qu'ils vont pouvoir faire, et qu'au final, tous les événements, toute la dramaturgie va être vraiment basée sur un filmage extrêmement documenté du déroulé d'une action, l'organisation qu'il faut faire pour mener à bien une action, et un tournage hyper, et pareil, une dramaturgie très documentée sur les effets que cette action va avoir. Et c'est ce que je voulais évoquer quand je parlais de faits, justement. C'est l'impression que j'avais par rapport au scénario, c'est que c'était des faits. Complètement. On n'est pas en effet dans une psychologisation. Complètement. Même sur les motivations des personnages, finalement, sont assez peu. Non, il faut le faire. Complètement, parce que c'est un film qui a été effectivement, de toute façon, il y a eu des sous de l'Algérie aussi, du gouvernement en place, et on pourrait se croire que ils ont été aidés beaucoup. Ils ont été aidés sur place. Voilà, il y a eu beaucoup d'acteurs qui incarnaient leur propre rôle. Il y a eu beaucoup de figurants non professionnels qui ont vécu ça, quoi. Complètement. Mais on aurait pu s'attendre à un film qui, comme beaucoup de films militants de cette année-là, aurait beaucoup vieilli parce que finalement, il serait réduit juste à porter une sorte de discours
retour sur une lutte qui en plus pour le coup avait été, on va dire, gagnée sur le moment, même si on sait que ça a donné des horreurs après les différentes tenues du pouvoir en Algérie. Mais voilà, être aussi un testament ou autre chose. Mais ça aurait pu être, mais on est très loin de tout bien ça. Sûr, et ça aurait pu être aussi quelque chose de très, on va dire, un pur récit de libération dont la dramaturgie n'aurait fonctionné que le cinéma américain est très très friand de ça. Par exemple, des films un petit peu élégiaques où le récit va peu à peu raconter une lutte contre l'oppresseur qui va finir vers une libération, qui va apporter son lot de satisfaction au spectateur, qui va être emporté par le souffle épique d'une histoire. Justement, là, il y a très peu de lyrisme. Il n'y a pas vraiment de lyrisme en fait, parce qu'on est justement encore une fois dans ce truc de l'action. Tu l'as dit, il n'y a pas d'identification. On sent que les personnages sont assez forts, mais comme ils ne sont montrés que par le biais des actions qu'ils effectuent. Des actions qui ne sont pas héroïques en plus. Et qui sont tout le monde, et notamment justement les Algériens qui vont pas hésiter à tuer dans le dos. Enfin voilà. Et très tôt quand tu vois ça, bah non, mais justement on te montre les choses. Complètement. C'est en ça que le film est assez plutôt, il est hyper complexe en fait et qui garde toute sa force aujourd'hui. Et je pense qu'aussi t'as ce côté chez lui, et ça c'est un truc qu'on va retrouver souvent chez Solinas, c'est que il y a un effet de distanciation justement par cette absence de psychologisation des personnages. Il y a un aspect de distanciation aussi au fait que c'est vraiment une méthode un petit peu de la guérilla contre un oppresseur, d'une population, comment elle peut s'organiser alors qu'elle est en sous-nombre et sous-équipée pour vaincre un oppresseur qui lui est peut-être en plus petit nombre mais qui est surarmé et surorganisé. Comment ils vont faire? Il y a un côté extrêmement documenté là-dessus et sur les modes d'action qu'on peut faire. Et donc du coup tout un côté un peu stratégique qui du coup présuppose une sorte de vision un petit peu distanciée, parce qu'on sent que les personnages élaborent des stratégies. On a entendu en début de cette émission le personnage du colonel Mathieu qui reprend le personnage de Massu, le personnage historique de Massu, il me semble, le chef des commandos des parachutistes qui ont été débarqués à Alger par le gouvernement français. Mais en fait tout ce côté distancié dû à tout ce côté très stratégique apporte une sorte de distance, et c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de personnages qui vont à un moment se prendre en charge la parole qui serait celle d'un discours de l'opprimé contre l'oppresseur, quoi. On ne va pas avoir droit à cette fameuse scène de quelqu'un qui dit mais voilà, moi je suis le pauvre Algérien sous la coupe du gouvernement français. On est loin de Braveheart, on n'a pas le discours de on n'est pas du tout dans Braveheart par exemple, quoi. On n'a pas du tout là-dedans, quoi. On est dans une sorte d'apparente globale. C'est vrai qu'il y a une vision globale, ce qui fait que, et il va traiter tous ces personnages aussi avec le même respect. Et on parle des Algériens, et évidemment très tôt on comprend en fait en tant que spectateur, parce que il a une façon malgré tout via les faits de nous faire comprendre la situation. Donc évidemment en tant que spectateur t'es du côté des opprimés. Voilà, il y a un coloni, il y a des Français qui sont là qui ont colonisé l'Algérie. Bah voilà, t'es du côté des opprimés de façon naturelle. Alors peut-être que c'est nous qui avons un souci de vision aussi, mais dès qu'apparaît justement ce colonel Mathieu, il a une façon d'aborder justement les choses qui fait que il est intelligent, il n'est pas sadique, c'est pas montré comme un monstre qui va absolument... Non, il est intelligent, et du coup, alors sans parler de s'attacher à ce personnage, le scénario et la mise en scène font en sorte que tu comprends tout ce qui se passe, que tu comprends les enjeux de chaque côté, et comme tu disais, on est loin d'être... c'est pas manichéen, à aucun moment c'est manichéen, quoi. Ouais, et c'est à aucun moment c'est manichéen, et ceci dit, j'ai envie de dire qu'en fait ce sort de récit de libération il est maintenu un petit peu hors champ, quoi. En fait on sent on est avec, mais ça c'est quelque chose qu'on va vachement retrouver aussi chez pas mal, notamment dans Quémada, qui va prendre le point de vue des organisateurs qui sont obligés d'avoir il y a un peu plus de cynisme peut-être, mais il y a beaucoup de cynisme aussi chez Mathieu, dans le personnage du militaire. Il nous a dit dans la voix off qu'il le présente que par exemple il connaît très très bien les moyens de la lutte contre ce truc-là, parce que lui-même a fait partie de la résistance en France. Donc lui-même, il connaît très bien comment ces systèmes fonctionnent, il sait très bien, il se met dans la peau du nazi qu'il a dû combattre pendant l'occupation allemande en France. Et c'est ça. Mais après, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on se retrouve devant quelque chose qui crée quand même, vu qu'on est dans un registre de pur film d'action très factuel, très engrangé par, voilà, il y a une science de la distribution de l'information dans le film qui est vraiment génial, qui crée un spectacle haletant.
assez froid peut-être, Oui, mais en fait, c'est bien de le vu dire que- parce que c'est vrai que comme on en parle, on pourrait penser justement à un objet auquel on reste très extérieur en fait. Et non, moi c'était ma grande surprise en fait. Mais en oui, c'est voyant ça, c'est la ça. bataille d'Alger, Parce que c'est emporté par l'histoire. Je pense que c'est en ça que le film a dû vraiment beaucoup plaire et influencer autant de ça des cinémas américains qui, on le sait, de toute façon historiquement est porté sur un cinéma de l'action plus que de l'introspection. C'est parce que ils ont dû voir dans ce film-là quelque chose, une sorte d'aboutissement d'une sorte de cinéma qui ne privilégierait que justement l'action, détachée presque des motivations. C'est-à-dire que, comme je disais un petit peu au début, j'essaie d'expliquer, c'est vraiment on a une action à faire, quels sont les moyens de la mettre à bien, et puis après on filme le résultat de l'action. Mais dans tout le côté très clinique qu'il va avoir d'organiser ça, c'est que de l'information qui est donnée au spectateur et qui vont créer des situations de suspense qui créent pour le spectateur un spectacle relativement attrayant, enfin qui crée un vrai intérêt pour le spectateur et paradoxalement, et c'est là la puissance du film, complètement effrayant, parce qu'on se dit dans cette sorte de vision très très globale, très très distanciée du truc, quand il pose des bombes chez les jeunes gens qui sont des sortes de coupables innocents français, les colons français qui sont là, mais qui sont vraiment les on va dire les pauvres innocents, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire les mecs qui sont là, mais effectivement c'est des colons, donc ils sont pas du bon côté de l'histoire, mais ça reste des pauvres innocents et c'est pas eux les flics, quoi. Et en fait, quand on va les voir tous mourir, on se dit oui, putain, mais c'est filmé avec une sorte d'objectivité qui est sidérante en fait, quoi. Et donc le film est vraiment fou là-dessus, quoi. Donc la bataille d'Alger de Pontecorvo qui sort dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret. Il y a d'autres films qui sont sortis d'ailleurs dernièrement dans la collection. On peut pas faire la promotion de tous les films qui sont dans cette collection. Chez un autre éditeur, donc c'est chez Carlotta, El Chuncho. On va écouter un petit morceau de musique. On écoute tout de suite. D'accord. Messieurs, je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir, et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Attendez. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche. Et alors, messieurs, dites-moi selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Tuviera un caballo, un caballito marrón, con mi panchita estaría más rapidito que el rayo. Si yo tuviera una bala, una pistola marrón, ¿qué es lo que haría, Checo? Yo sé que la mataría más rapidito que el rayo. Ay, Lupita, ¿por qué me traicionas así? Porque ya no lloras cuando yo me voy a la sierra para ir a pelar. Ay, mi Lupita, ¿por qué me traicionas así? Mi Lupita, porque ya no lloras cuando yo me voy a la sierra para ir a pelear. Gencive bombée. Léger prognatisme. Narines arquées, espace nasolabial normal,
Cloison très abaissée. Lèvres inférieures charnues. Manifestation de prognatisme osseux comme une race non européenne. Front étroit. Implantation des cheveux basse. Cheveux épais, gras, luisants. Paupières supérieures légèrement tombantes. Teint basané. Expression générale du faciès plus ou moins judaïque. Mimique non judaïque au cours de l'examen. Maintenant, marchez. Hanches naturellement larges et flasques. Habillez-vous. Je sous-signé estime que, d'après l'ensemble des données morphologiques et du comportement, le sujet examiné pourrait appartenir à la peuplade de la race sémite, d'ascendance soit judaïque, soit arménienne, soit arabe. En conséquence, le cas est à considérer provisoirement comme douteux. Vous pouvez partir. Je dois combien? À ma secrétaire. Les résultats vous seront envoyés par la préfecture de police. Nous avons pu entendre des extraits de Kebada notamment. Et puis cette musique de El Chuncho de Damiano Damiani, western. Donc c'est pareil, c'est 66, 67. Alors là, près... on est sur très peu de temps après. Ouais, D'ailleurs, c'est étonnant, mais ouais, on est en 67, ouais, c'est ça. C'est quasiment là, c'est juste après la bataille d'Alger. Visuellement, ça n'a rien à voir. On est passé au cinémascope, on est à la couleur, puisque la bataille d'Alger, donc c'est noir et blanc, tout ça, on est un peu dans ce truc. Et là, on est dans le western, donc on n'est pas très longtemps non plus après justement la révolution Sergio Leone, et c'est 64, pour une poignée de dollars. Et très vite, donc le cinéma italien s'emballe, sort des westerns à la pelle, quelques Sergio justement comme Corbucci ou Solima apparaissent aussi. Il va travailler d'ailleurs avec Solima, le scénariste Solinas, travailler avec Solima. Ouais. Ils ont fait Colorado ensemble, oui, qui était ressorti en Blu-ray il y a quelques années maintenant, d'ailleurs chez Wildside. Et donc Solinas, ça va travailler lui avec Damiani. Il travaillera avec Corbucci aussi plus tard, pas longtemps après, il fera El Mercenario d'ailleurs. Mais là, on parle de Damiani et El Chuncho, et c'est vrai qu'il apporte un petit truc, donc Solinas, en plus de ce que pouvait faire Sergio Leone, qui avait dépoussiéré le western, qui apportait le western spaghetti, le western italien, a apporté énormément de choses. Mais là, il allait apporter justement son gauchisme là-dedans. En fait. Complètement, et c'est un truc hyper important de toute façon dans l'histoire du western italien, c'est vraiment l'infléchissement très très politique que ça a pu avoir, en tout cas dans les années forcément 60 quoi. Enfin les années plutôt entre fin 60 et début 70, voilà, on est dans quelque chose qui va accompagner, comme tout le cinéma populaire italien, les luttes sociales et les grandes problématiques politiques qui agitent les sociétés européennes à ce moment-là. Et El Chuncho, moi sans être un spécialiste du cinéma italien, en tout cas c'est indiqué comme la date inaugurale, en tout cas le film inaugural qui va vraiment faire venir le western italien sur un territoire plus politique, chose qui n'était pas dans les premiers westerns de Sergio Leone, à savoir donc le pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Et El Chuncho, du coup, ça va raconter quoi? Ça va raconter, voilà, au Mexique. Donc déjà, premier changement par rapport au western américain, on va dire, quoi. Là, ça se passe vraiment au Mexique. Il y a eu des films, des westerns américains qui sont passés au Mexique. On pense à un film d'Elia Kazan, Viva Zapata, mais surtout Veracruz de Robert Aldrich, qui est une des matrices du western italien de toute façon. Et voilà, au Mexique, pendant la période où on va suivre une sorte de bande de rebelles qui est menée par une sorte de leader qui s'oppose à un dictateur en place pour mettre évidemment un système plus juste pour les déshérités. On connaît un petit peu cette théorie, on va dire. Et entre ces deux forces en place, c'est-à-dire les révolutionnaires et le pouvoir en place, ceux qui sont du côté de la justice et ceux qui sont du côté de la loi, il va y avoir
des bandes de brigands qui truandent aux alentours et qui vont eux plutôt vendre des armes aux révolutionnaires. Donc des gens un petit peu non pas sans foi ni loi, mais qui sont dans la révolution plus par opportunisme qu'autre chose. Il y a une de ces bandes qui est menée par El Chuncho, qui est incarné par Gian Maria Volonté, qui vient du coup directement en termes de western du cinéma de Sergio Leone évidemment. Et donc on a dans le film en tout cas le personnage d'El Chuncho et un personnage de blond qui arrive dans un train au début du film, et que pareillement on va dire au personnage de Clint Eastwood dans les premiers westerns italiens de Sergio Leone, on va finalement pas du tout trop connaître ses motivations. Alors c'est vrai que c'est les deux nouveautés, enfin les deux trucs qui paraissent très saillants dans El Chuncho, c'est ça, hein, c'est vraiment cette nouvelle contextualisation du cinéma du western italien dans un contexte politique révolutionnaire assez fort, et quand même la reprise d'un motif qui appartient quand même vachement au western italien via Sergio Leone, c'est-à-dire ce personnage qui va être, on va dire, dont on ne va pas du tout avoir accès qui ne va pas être un personnage avec une boussole morale très forte. Alors que c'est quand même une des données principales du western américain classique, c'est qu'on est dans des récits historiques, on va dire quasiment bibliques, qui racontent le trajet d'une nation, et que finalement la boussole morale, elle est assez soigneusement distribuée entre différents personnages pour mettre en place les forces en place, et pour qu'on comprenne un petit peu sur quel terrain idéologique on avance, l'identification ou la contre-identification en tout cas fonctionne. Là, Leone, il arrive avec un personnage de Clint Eastwood qui, lui, la grande révolution, c'est un personnage qu'on peut deviner comme un petit peu amoral, ou en tout cas auquel on n'a pas accès à ses réelles motivations. Le personnage de Lou Castel, parce qu'il s'agit de lui, donc acteur qu'on connaît un petit peu en France parce qu'il c'est l'acteur de Un Prophète par exemple. Lui, il arrive là-dedans, clairement, dans le cas du western italien, on pourrait dire que c'est vraiment on pourrait croire que c'est un petit peu comme Clint Eastwood, il arrive, donc c'est malgré le fait qu'il soit un petit peu ambivalent, c'est une figure héroïque, et c'est via lui qu'on accède au récit. Donc vu qu'on devine quand même relativement vite que ses motivations sont plutôt troubles, et que la sympathie naturelle qu'on peut avoir en tant que spectateur, c'est quand même vers El Chuncho, où finalement il va se passer à peu près la même chose que pour Tuco dans Le Bon, la Botte et le Truand, c'est-à-dire que la sympathie du spectateur va plutôt aller vers le désirité un petit peu foufou, mais qui n'a pas vraiment de sorte d'ambition morale ou idéologique très affirmée, mais qui est quelqu'un qui a une sincérité à toute épreuve. C'est moins marqué dans le film de Leone, je pense. C'est peut-être moins marqué, mais on voit bien que je pense que si on fait un sondage, dans Le Bon, la Brute et le Truand, le personnage qui apporte la sympathie, c'est ça, quoi. Bon. Et c'est vrai que là, Lou Castel, on va deviner qu'au final, lui, il est là pour infiltrer une bande de révolutionnaires mexicains pour pouvoir approcher ce fameux leader charismatique qui mène la révolution au Mexique, et pour pouvoir l'approcher évidemment pour l'abattre, quoi. Donc évidemment, en bon gros gauchiste, Solinas traite là de l'ingérence des pays impérialistes pour non pas instrumentaliser les révoltes, parce que ça sera le cas pour Quemada, mais plutôt pour infléchir l'histoire des pays et contrer les révolutions qui pourraient qui mettraient en péril les intérêts économiques des États-Unis. Bon, Lou Castel n'est pas un personnage d'idéologue, hein, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui fait ça parce que ça lui rapporte beaucoup d'argent. Mais on est quand même dans quelque chose qui, politiquement, on retrouve, il y a quelque chose de très très fort. Moi j'aime beaucoup le film, je trouve que c'est, moi, sans être un fanatique du cinéma du western italien, auquel plus les années avancent, plus je lui préfère carrément le western classique, à part évidemment certains films de Sergio Leone notamment, mais je trouve que souvent moi ça me déçoit souvent un petit peu. C'est des films que j'ai beaucoup bouffé dans ma vingtaine, on va dire, quand peut-être de soin parfois, mais ce qui fait parfois leur charme aussi. Mais je pense, il faudrait pas choquer certains auditeurs, et il y a une palanquée de très grands films italiens qui ont été faits. Peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'occasion de parler du Grand Silence par exemple, qui devrait ressortir chez nous. On a quand même un paquet de films qui
Ouais, il y a ça, et puis je pense qu'il y a un effet aussi, et je pense, moi par exemple, ça m'a intéressé le Chunchu, parce que c'est un film que je trouve déjà en termes de spectaculaire extrêmement bien exécuté. Moi je trouve ça toujours relevé, toujours bien, mais même si voilà, il y a cet effet de distanciation qui est propre à Solinas, parce qu'il y a cet effet de distanciation qui est créé par la distanciation avec menée par l'identification principale qu'on peut avoir avec le personnage de Lou Castel, auquel on n'accède pas aux motivations, et surtout qu'il y a un rapport... Alors même que le Chunchu peut être un peu agaçant. Et qui peut être agaçant aussi, voilà. À Tuco, Tuco avait un peu ça dans le Bon de Truand aussi, mais il gardait ce côté constamment attachant. Complètement. Tuco, alors que le Chunchu, il est inquiétant. Il est inquiétant, on le sent vraiment beaucoup plus. Voilà, on ne sait pas où il va. Voilà, il y a un truc qui peut pas fonctionner. Mais par contre, je trouve que El Chuncho, politiquement, on va dire, disons qu'il réussit là où, à mon sens, il était une fois la révolution échoue. C'est-à-dire qu'en termes politiques, moi, je trouve que El Chuncho est très réussi, mais par contre il échoue assez là où il était une fois la révolution réussie, c'est-à-dire qu'en termes émotionnels, il était une fois la révolution, c'est très très fort quoi. Oui. Mais ceci dit, moi j'aurais toujours un problème avec il était une fois la révolution, c'est que je trouve que c'est quand même un film d'un bourgeois arrivé qui fait son film pour se dire bon voilà, mes idéaux de gauche finalement ça sert à rien, tout ça ça mène à rien, et autant être un bon vieil anarchiste et en gros anarchiste de droite quoi. Et je pense qu'il y a ça dans l'étude de la révolution, dans la vision politique du film de Léon quoi. Alors que El Chuncho au contraire, on est chez quelqu'un qui est motivé, il y a une sorte de croyance jusqu'au bout que de toute façon ce statu quo est impossible, et que on va finir l'émission là-dessus avec un extrait du final de El Chuncho qui est très emblématique et qui est un vrai appel à la révolte, et que je trouve l'aboutissement en tout cas d'un discours mené très cinématographiquement, en tout cas politique, beaucoup plus abouti et fort que beaucoup d'autres westerns, on va dire non pas de gauche italien, mais qui s'ancre dans la révolution, le territoire de la révolution mexicaine, dont le film de Léon. Et c'est un truc qu'on n'a pas dit non plus avec la bataille d'Alger et qu'on retrouve avec El Chuncho, en partie avec Quemada quand même, c'est que dans ces scénarios, du coup, ce qui va plutôt l'intéresser, c'est pas la révolution en elle-même, mais c'est les prémices en fait d'une révolte. La bataille d'Alger, c'est ça par exemple, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est un mouvement qui dure très longtemps quand même, ouais. C'est une bataille qui dure très longtemps, mais c'est les prémices en fait qui vont plus tard amener en fait à en effet quelque chose, à des événements. Mais la bataille d'Alger en elle-même, du coup justement, ça se termine par un échec entre guillemets qui va lancer tout ça. Mais voilà, c'est les prémices. Et dans El Chuncho, tu retrouves un peu ça aussi, justement, c'est cet appel qui va nourrir justement plus tard une révolte. Donc Quemada, on va voir comment complètement. ça grandit. Mais je pense, ça c'est le rapport, ça c'est des films qui sont hyper importants sur la question mais de l'histoire avec un grand H. En fait, je pense que c'est des films qui et ça vient aussi de cet effet de distanciation, c'est des films qui ont un sens de l'histoire très très fort en fait quoi. La bataille d'Alger a ça, ils sont vraiment dans une sorte, on sent que voilà les personnages se font l'outil d'une histoire qui de toute façon va les dépasser, c'est-à-dire que cette bataille-là elle est perdue d'avance on va dire, mais de toute façon même par le fait qu'elle va perdre, elle va permettre de faire avancer l'histoire et elle sera gagnée ailleurs on va dire quoi. Et El Chuncho comme d'autres films écrits, comme d'autres western spaghetti écrits par Solinas, voilà, a aussi ce sens-là de personnages qui s'inscrivent dans l'histoire. Et là je pense qu'on peut parler de Quemada qui va encore plus loin là-dedans, parce qu'on a presque un personnage qui serait lui clairement la main armée de l'histoire en fait quoi. Alors Quemada, donc c'est 69, on revient à Pontecorvo en fait, qui va donc travailler à nouveau avec Solinas. Ils ont fait plusieurs films ensemble hein, quand même. Là ça se passe aux Antilles, c'est avec Marlon Brando qui c'est surprenant parce que je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est vrai que Pontecorvo il a plutôt même bataille d'Alger pareil notamment avec des acteurs non professionnels, avec voilà, c'est son grand truc. Et là d'un coup il se trouve avec l'une des plus grandes stars du cinéma américain, et Brando c'est vrai qu'à ce moment-là est plutôt engagé justement dans certaines causes, notamment les Amérindiens, des choses de ce genre, et il s'implique visiblement pas mal dans le film, même s'il y a beaucoup de conflits sur le tournage, mais voilà, il est impliqué là-dedans. Qui va jouer Brando, un agent anglais qui rentre sur cette île de Quemada pour insuffler un souffle de révolte auprès d'esclaves.
mais en même temps garder un contact avec tous les colons pour essayer d'installer justement, enfin de garder une mainmise de l'Empire. Sans qu'on le sache vraiment, en fait. Parce qu'il y a vraiment, encore, oui, Quémada, une sorte de western déguisé, c'est-à-dire qu'on a encore cet archétype très léonien de l'homme sans nom, quasiment, qui arrive, et on ne sait pas trop c'est quoi ses motivations, mais par contre, c'est quelqu'un qui agit entre différents partis en présence, dans une situation donnée. Il est dans les deux camps. Voilà, il y a plusieurs camps en présence, lui il s'immisce, il est dans les deux camps, on ne sait pas c'est quoi ses motivations, et on va deviner que, au final, s'il insuffle ce sentiment de révolte chez la population native africaine, parce qu'on apprend au début du film que tous les indigènes sont morts, ils font toute l'histoire de l'île au début du film, et cette histoire est géniale. Faut voir le film rien que pour ça. C'est l'histoire de l'île est superbe. Enfin, superbe, c'est pas du tout le mot qu'il faudrait employer, mais c'est fascinant. Enfin, c'est extrêmement romanesque dès l'introduction. C'est très romanesque. En fait. Et lui, ce personnage-là, en fait, du coup, il va. Là, c'est là où Solinas va aborder un autre point très central de l'histoire de l'impérialisme. Capitaliste, l'impérialisme occidental, de toute façon, c'est l'instrumentalisation des révoltes, c'est-à-dire comment ce que par exemple les Américains ont fait en Afghanistan, ce qu'ils ont fait dans certains pays d'Amérique du Sud, ce que les Français ont fait en Afrique, et c'est on prend les groupes de rebelles et on les instrumentalise un petit peu parce que le pouvoir en place ne satisfait pas nos pouvoirs économiques. Donc lui, c'est anglais, Marlon Brando travaille pour le gouvernement anglais, il va évincer la colonisation, le pouvoir colonial portugais en suggérant aux esclaves justement que l'esclavage ça va pas quoi. Vous avez entendu le dialogue. Mais il va les aider, il va les armer, il va les armer pousser, pour qu'ils passent de l'esclavage. Quelqu'un capable, justement, quelqu'un qui a ce courage, cette colère, ce charisme. Il y a des séquences formidables quand même, justement, quasiment de tests. Il y a ce test quand il trouve comment il s'appelle, José Dolores, cet esclave justement, il pense avoir trouvé justement un esclave qui en a marre et qui est prêt, qui a envie de tuer un colon, grosso modo. Et il y a quasiment un test justement où il va le pousser à bout pour voir si en effet il a ce qui lui, il a les couilles pour le faire, quoi. Et c'est bourré de séquences comme ça qui sont merveilleuses où justement, comme tu le disais, ses motivations sont très obscures et mais malgré tout, il y a un côté professionnel complètement. Là-dedans. Mais c'est ça qui est sidérant dans le film, qui fait tout son intérêt. Peut-être un peu sa limite aussi, parce que c'est un film. Disons qu'en fait, le personnage, effectivement, c'est quelqu'un qui, quand je disais, c'est le bras armé de l'histoire, c'est quelqu'un qui a une vision globale de la chose et qui a un fin stratège et qui sait très bien ce qu'il veut faire. Ceci dit, le personnage de Brando, tel qu'il l'incarne, est-ce que c'est dû à l'interprétation de Brando? Est-ce que c'est dû au fait qu'on sait que Brando s'entendait pas du tout avec Pontecorvo, que ça s'est mal passé? On sent qu'il est à la fois extrêmement déterminé, on va dire, à faire ce qu'il fait. Il élabore des stratégies, il accomplit ses actions et au final, ce qui nuit un petit peu au film aussi, c'est qu'il n'a aucun obstacle parce qu'au final, tout ce qu'il entreprend réussit. Donc en termes de pure dramaturgie, c'est compliqué de faire un truc comme ça où quelqu'un a un programme qu'il accomplit pleinement sans qu'il y ait aucun adjuvant, on va dire, quoi. Donc là, le programme s'exécute. Mais là, ce qui fait l'intérêt du film, c'est que le personnage est en même temps, on dirait qu'il est un petit peu étranger à lui-même. Il arrive dans l'île et on sent que il l'exécute, mais sans passion, avec ce regard un petit peu froid. Ça, je disais, des fois, c'est un petit peu la main armée de l'histoire. Il n'a pas toujours ça. Non, mais c'est tout l'enjeu du film, parce que même à la fin, on devine que il a ce cynisme absolu qui fait qu'il sait qu'il est peut-être très très fort dans ce qu'il fait, et en même temps il ne comprend même pas que le leader charismatique qu'il a instrumentalisé éprouve de la haine pour lui, parce que lui n'a pas de sentiment en fait, quelque part. Il comprend pas que tout ça, lui il voit la sorte de lutte là comme une sorte de jeu dans lequel on avance ses pions dans lequel lui il excelle. Il a gagné, il estime avoir de mériter peut-être le respect de ses adversaires quelque part, et il comprend pas que le révolutionnaire qui lui est avide de justice et ne trouve que c'est affreux ce qui leur est arrivé de passer de l'esclavage au salariat et que finalement rien ne change, quoi. On est dans ce truc du guépard où pour que tout change, il faut que rien ne change, pour que tout reste le même, il faut que ça change, bref, le truc du guépard, quoi, de Visconti, et lui il est là-dedans, et il est tellement détaché par rapport à ça qu'il comprend pas que le type, non, lui, le sentiment de la justice le dévore
dévore de l'intérieur et que non, voilà, c'est pas possible, quoi. Et donc il y a ce problème du film qui à la fois sa force, enfin en tout cas son originalité et sa limite, c'est que à mon sens c'est quoi la froideur du personnage, elle est là et elle rend un film un peu dépassionné en fait, où tous ce qui va l'alimenter de l'intérieur bouillonne vraiment beaucoup trop loin dans le hors-champ, quoi, peut-être. Alors Quémada sort lui chez Rimini dans deux versions, la version cinéma qui est sortie à l'époque et puis la version longue où on retrouve quelques justement dialogues un petit peu anticolonialistes et révolutionnaires qui avaient été coupés. C'est amusant toujours quand tu te dis que ce qui a été coupé c'est des dialogues, ça me choque un petit peu quand même. Tu me permets d'être choqué. Bah oui. Donc Quémada, ça sort chez Rimini dans une très belle édition. Pour terminer cette émission, quand même, un petit mot, parce qu'il nous reste assez peu de temps, sur Monsieur Klein qui sort à nouveau donc chez Studio Canal dans la collection Make My Day, mais dans un objet collector. C'est le deuxième. Le premier ça avait été Le Trou. Là on a donc Monsieur Klein, donc c'est beaucoup de bonus, un livre qui accompagne aussi avec des textes de Toré évidemment, de François Angelier, je crois qu'il y a Olivier Père, il y a Olivier Père, Stéphane Doux, Stéphane Doux, il y a plusieurs personnes qui écrivent à propos de Monsieur Klein, de Joseph Lozay dont on parlait donc au début de cette émission, puisque Joseph Lozay il avait offert à Dean Stockwell son premier grand rôle quand il avait à peine 10 ans, qui lui, Joseph Lozay, est parti aux États-Unis très tôt quand même, à cause de cette fameuse chasse aux sorcières. Il était un petit peu communiste visiblement, donc c'est amusant de retrouver justement ce type qui s'est expatrié, travailler avec ce gauchiste de Franco Solinas pour en plus traiter d'un des faits les plus tragiques de l'histoire française, à savoir la rafle du Vélodrome d'hiver, qui jusqu'ici quand même n'avait pas eu le droit. Il y a très peu de traces en même temps historiques. Il reste le film de Rose Bosch, la rafle. Non, voilà, je crois qu'il y a un petit mot qui est glissé à ce sujet dans le livre. Mais bon, le fait est qu'en effet, la rafle du Veldiv, c'est pas un sujet dont la France a voulu trop causer, puisque c'est à son initiative. C'est pas les Allemands qui ont demandé qu'on fasse tout ça, même si ça apparaît finalement en filigrane dans le film. Monsieur Klein, donc avec Alain Delon, qui a lutté, qui s'est battu un petit peu pour le faire. C'est grâce à lui en tout cas que ce film existe, et il est assez impérial là-dedans quand même. L'histoire de ce vendeur d'art qui rachète à bas prix les œuvres justement de juifs qui ont besoin d'argent, et lui il en profite sans méchanceté, mais c'est un profiteur clairement, et qui va se retrouver à être confondu avec un autre Robert Klein qui lui est juif justement, et là ça pose problème. Je ne veux pas qu'on me traite pour un juif. Alors on a souvent pensé justement que le film était inspiré par le documentaire d'Ophuls, Le chagrin à la pitié, où justement il y avait qu'il faut absolument voir, et donc il se passe, c'est un documentaire où des gens reviennent à Clermont-Ferrand sur leur expérience de l'occupation. Et puis il y a notamment un marchand, je sais plus, il s'appelle Robert Klein, de toute façon le type, et c'est un boucher. Et c'est un boucher, voilà, c'est ça que je cherchais, je voulais pas qu'on me prenne pour un juif, donc il a fait passer un message comme quoi non, il était pas dans juif, les journaux. Dans les journaux. Je m'appelle Robert Klein, mais je suis pas juif. Attention, je ne suis pas juif. Et ce Robert Klein de Joseph Lozay a la même inquiétude. Je voudrais pas qu'on me prenne pour un juif, je suis pas juif quand même, donc je voudrais pas avoir d'ennui, mais c'est lui-même qui va lancer justement cette espèce de cabale contre lui. Il va falloir qu'il démontre à tout prix que non, il n'est pas juif, ce qui devient un peu compliqué. Et en fait, finalement, il semblerait que la grosse influence, ce soit plutôt La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, où justement Cary Grant est confondu avec un autre, avec un espion. Mais tout ça se croise, et finalement ça n'empêche que le film en lui-même, qui est aussi inspiré par Kafka, sans doute par beaucoup de choses, c'est l'histoire d'un homme qui jusqu'ici ne s'intéressait pas trop à ce qui se passait autour de lui, parce que finalement il pouvait en profiter et il avait une belle vie, il était très content, mais l'histoire le rattrape, quoi. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu vois, en pitchant le film, on se rend compte que ça peut donner peut-être une fausse idée du film, parce que c'est vrai que la grande étrangeté de ce film-là, c'est que
le personnage de Delon est complètement non pas passif, mais il n'est pas paniqué, il n'est pas suffisamment paniqué. Oui, il n'est pas paniqué et on est dans il est convaincu qu'il va rien lui arriver. Il est convaincu. En fait, c'est un grand film, en tout cas sur l'indifférence. Je crois que c'était Lozay qui parlait de ça. Il voulait faire un film sur l'indifférence, cette fameuse indifférence qui a fait que voilà la France a collaboré sans grand problème, quoi, parce que c'est même plus que de la finalement, collaboration. Oui, c'est une collaboration très très active, on va dire, quoi, fiévreuse. Et tiens, on va faire du zèle en termes de voilà. Et ce qui est amusant avec avec Monsieur Klein, c'est que du coup, on sent qu'il y a pas une peur panique du truc, quoi. Il y a une sorte de portrait. Je pense que ça vient encore une fois, on va ressortir ce mot là qu'on attribue au travail de Solanas en général, mais qui est celui de la distanciation. Mais il y a vraiment ce personnage là qui est de toute façon étranger de toute façon à ce qui se passe ailleurs. Le juif lui vend Jean Bouise qui lui vend son tableau. Lui il voit pas vraiment le problème. Il se dit de toute façon je sais, c'est pas, le mec lui fait un reproche dissimulé, il dit moi après vous n'êtes pas obligé de me le vendre, il n'y a pas de problème, on est libre, on est dans un pays libre, voilà, c'est un peu ça, quoi. Il est étranger à ça, et ce qui est vraiment très audacieux dans le film, et ce qui est très particulier, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est étranger à lui-même aussi, étranger à ce qui se passe ailleurs, étranger à lui-même, et c'est là où tous les ponts qui sont faits dans cette super édition avec La Mort aux trousses sont fascinants, c'est qu'on se dit, c'est une relecture de La Mort aux trousses, mais à ceci près que c'est une relecture, c'est là où on voit qu'Hitchcock, c'est incroyable, parce que c'est vraiment celui qui a fait des films séminaux, c'est-à-dire des films qui ont donné naissance à tous les grands films modernes, quoi, les Antonioni et tout ça, tous les films Hitchcock, Vertigo va avoir donné naissance toute une réflexion sur le cinéma, et La Mort aux trousses va donner réflexion à tout le cinéma moderne sur la question de l'identité. Là, le Monsieur Klein est étranger à lui-même. Et à force de vouloir prouver dans ses démarches pour prouver qu'il n'est pas ce Robert Klein, il va avoir le désir inconscient de le devenir. Et en fait, le film va accomplir ce programme-là. Et de façon très cryptique, on va dire, quoi. Tout comme c'était déjà en filigrane dans La Mort aux trousses Hitchcock, on se dit, mais ce type-là, Roger Thornhill, Cary Grant, ne va pouvoir s'accomplir en tant qu'être humain, alors que c'est une figure vide au début, uniquement en devenant cette création fictive qui est cet agent secret que la CIA a inventé et pour qui on le prend, pour qui les méchants bandits communistes le prennent, et lui il va devoir devenir cette figure inventée pour pouvoir s'accomplir en tant qu'individu. Donc ce qui éclate complètement l'individualité. En termes d'écriture, c'est assez fascinant. Complètement. Dans La Mort aux trousses, c'était déjà le cas évidemment, mais là il y a ce côté réaliste, historique qui apporte quelque chose en plus dans Monsieur Klein. C'est vrai que cette volonté qu'il a pour prouver en effet qu'il n'est pas Robert Klein, faut qu'il découvre qui est Robert Klein, où est-ce qu'il est, donc il va aller rencontrer tous les gens qui le connaissent, il va aller voir, visiter, habiter chez lui, il va en effet devoir savoir qui c'est, et c'est troublant pour lui, pour tout le monde. Ça fonctionne très bien en tant que spectateur aussi, justement, cette identification. On est face à un personnage qui est froid, qui est distant, comme tu le disais, d'Alain Delon, et il va être nourri, ce personnage, uniquement par l'identité de celui qu'il recherche. Et c'était un petit peu le cas aussi avec La Mort aux trousses. C'est-à-dire que c'est un personnage Cary Grant qui est très élégant, soit, mais on le connaît assez peu. Finalement, il grandit, il devient un vrai personnage de chair en allant à la rencontre de celui qui n'existe même pas, d'ailleurs. Oui, complètement. Là, c'est quelqu'un qui existe dans Monsieur Klein. Et c'est vrai que c'est un rapport qu'on pourrait mettre très bien en rapport avec tous les autres films qu'on a vus. C'est que c'est ce rapport au système, en fait, quoi. Je pense que c'est on va dire le carburant dramaturgique qui crée le suspense dans le film, enfin qui crée vraiment la tension. C'est vraiment un rapport à l'histoire où un système social donné, un système politique donné, un système de distribution de pouvoir donné dans une société donnée, qui est extrêmement méthodique, quoi. Enfin, par exemple, dans Monsieur Klein, c'est hallucinant le fait que tout le film soit, on dirait qu'il est sous surveillance tout le temps. Et comment il arrive à mettre en scène cette sursurveillance, quoi. Et comment tous les gestes de Delon, mais de tous les personnages sont toujours épiés. On est toujours dans une situation où quelqu'un regarde quelqu'un d'autre et le scrute pour voir un indice de quelque chose qui pourrait montrer que, voilà. Et tous ceux qui même font semblant d'être libres, se prêtent à ce jeu-là on va dire, naturellement. Et en fait, ça donne une sorte de vision d'un système, on va dire, pareil,
global d'une société à un moment T très très portée là-dessus, très de surveillance, une société de surveillance quoi, et ça lui donne un côté aussi un petit peu d'une froideur d'une histoire quoi, enfin la froideur de quelque chose qui serait de l'ordre d'une froideur idéologique quoi, quelque part. Il va falloir terminer malheureusement cette émission, mais avant ça j'avais un truc par rapport à Monsieur Klein, parce que donc Mort aux trousses évidemment je vois très bien. Moi je sais qu'en voyant le film j'ai pensé aussi en fait à une évolution entre justement La Mort aux trousses et vers un Taxi Driver. Je sais que ça peut paraître un peu... Mais en voyant Monsieur Klein... Je crois que t'allais citer Mel Gibson. J'aurais pu. Mais ce Monsieur Klein me fait penser un petit peu à Travis Bickle aussi, dans le sens où finalement il cherche de tout bêtement, il a une vie qui le convient pas, il est vide, il va chercher quelque chose, et il y a ce rapport quasi suicidaire dans la fin du film, qui me faisait penser à ce destin tragique de Travis Bickle qui va désespérément chercher quelque chose pour aussi en fait avoir une raison en fait justement de continuer, et s'il l'a pas, autant justement aller au bout de son truc quoi. Et du coup Taxi Driver qui arrive 2 ans plus tard d'ailleurs je crois, donc c'est mais il y avait voilà. Non mais il y a complètement ça, enfin c'est des mecs qui se créent un personnage quoi, quelque part. Pas Travis Bickle, il y a ça pour pouvoir exister tout bêtement quoi. Il est temps de se quitter, donc Monsieur Klein, je le répète, est sorti lui aussi chez Studio Canal dans la collection Make My Day. Je suis désolé, j'ai édition super chère, mais le bouquin super. Mais voilà, mais c'est un très bel objet. Je rappelle que Quemada, lui, est sorti chez Rimini, que El Chuncho est sorti chez Carlotta, en même temps d'ailleurs qu'un gros coffret collector de Django de Corbucci, un très très bel objet que je recommande. Et puis on parle pas de Django de Corbucci, mais c'est vraiment super et c'est très important là aussi. Et puis on avait démarré avec La Bataille d'Alger chez Make My Day, Studio Canal, bien évidemment. On se quitte avec un extrait de Quemada, c'est ça ? De El Chuncho. De El Chuncho, merci de me rappeler. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. You're welcome. À très bientôt. Des bisous. Chi sabe? Ma come chi lo sa? Lo sai perché lo dovrei sapere, no? Io lo so il perché. Io so che tengo una parte. Aspetta, dimmi perché. Torna a los Estados Unidos! Que tú no compraste pane con este dinero. Hombre, compra